Musashi est un perdant pathétique et dégoûtant qui a perdu ses parents lorsqu'une maladie s'est propagée dans le village. Cependant, au lieu que les gens se sentent désolés pour lui, il pensait que c'était quelque chose de bien parce que les parents de Musashi n'avaient jamais cru au maître du village appelé Oni. Selon la loi, Musashi devait être hébergé par ses proches. Mais son oncle a refusé de l'accueillir. Musashi est resté à genoux pendant des jours devant la porte d'entrée jusqu'à ce qu'il décide finalement de l'accueillir. Il était très reconnaissant et a promis de les aider autant qu'il le pouvait dans les tâches ménagères. Cependant, la famille souhaitait qu'il respecte certaines règles. Il voulait qu'il évite toute attention et qu'il ne parle plus jamais aux amis de ses parents. Musashi ne comprenait pas pourquoi. Mais cette question ne lui a valu qu'une raclée. Musashi a accepté, mais un jour, il a remarqué que son oncle avait oublié le déjeuner à la maison et a décidé de le lui livrer. Il s'avère qu'il reçoit une sévère raclée en guise de remerciement. À partir de ce moment-là, Musashi vécut en silence, se sentant comme un étranger, souhaitant que quelqu'un le remarque et l'apprécie. Cependant, un jour, il a vu un jeune enfant nommé Kojiro pratiquer quelques techniques d'épée. Kojiro cache son épée car il est issu d'une famille buissonnante et très discriminée dans le village. Mais au lieu de juger Kojiro, Musashi s'est senti impressionné et a voulu aussi apprendre. Ils deviennent les meilleurs amis, s'entraînent et jouent ensemble. Kojiro a enfin un ami et n'est plus seul. Au fil des années, Musashi a commencé à fréquenter l'école où il apprend l'histoire. Dans cette terre appelée Inamoto, les humains vivaient autrefois en paix, mais un puissant seigneur démon est apparu, mettant fin au règne humain. Les généraux combattirent courageusement contre ces démons connus sous le nom d'Oni, mais furent vaincus un par un. Pourtant, certains descendants de ces généraux poursuivirent le combat contre les Oni, refusant d'abandonner. De nos jours, les habitants de Inamoto croient et vénèrent les Oni comme leurs dieux et maîtres. Ils pensent que servir l'Oni rendra la vie plus facile. Beaucoup aspirent à devenir mineurs, extrayant un minerai spécial pour l'Oni. Mais Musashi n'est pas d'accord avec cette croyance. À l'école, le professeur enseigne qu'il y a 150 ans, les bandes Bushi, groupes de guerriers, étaient les monstres qui rendaient la vie dure aux gens. Cependant, Musashi n'adhère pas à cette idée. Musashi se souvient avec tendresse de son enfance avec Kojiro, pratiquant l'épée et y trouvant de la joie. Le père de Kojiro a un jour interrompu leur entraînement pour leur parler des bandes de Bushi, qui se battent pour libérer Inamoto du contrôle des Oni. Kojiro demande si les Bushi peuvent vaincre les Oni, ce à quoi Musashi répond qu'ils le peuvent, puisqu'ils se battent avec leurs amis. Musashi suggère qu'ils deviennent Bushi ensemble et combattent l'Oni, un plan que Kojiro accepte. Ils promettent de quitter le village, de former un clan de guerriers et de continuer à combattre les Oni. Alors que Musashi se souvient, le professeur l'interrompt, annonçant la cérémonie d'entrée du lendemain, où ils commenceront à travailler dans les mines et serviront l'Oni. Les élèves sont excités, imaginant l'apparence glamour de l'Oni. Après l'école, Musashi cherche Kojiro, mais Kojiro n'est pas ravi de le voir. Il dit à Musashi de rentrer chez lui et de se préparer pour la cérémonie d'entrée. Mais Musashi le surprend avec une pioche unique. Musashi explique que la pioche est son arme, son katana, pour combattre l'Oni. Comme il ne veut pas travailler dans les mines, Musashi insiste pour qu'ils quittent la ville et créent leur groupe touffu, comme ils l'ont promis. Cependant, Kojiro n'est pas d'accord, affirmant qu'une pioche ne peut pas être un katana. Musashi affirme que c'est sa forme de katana, car il s'est entraîné avec la pioche tout en apprenant à creuser. Soudain, l'expression de Kojiro se transforme en colère alors qu'il accuse Musashi de mentir. Il dit que toute sa vie a été un mensonge, avec son père qui l'induisait en erreur sur le fait que les Bushi étaient des héros et les Oni des monstres. Musashi essaie de l'encourager à ne pas abandonner son rêve de devenir un Bushi,
mais Kojiro rit amèrement, affirmant que Musashi n'y croit pas lui-même. Il souligne comment Musashi accompagne les autres étudiants, criant sur leur rêve de devenir mineur. Musashi essaie de se défendre, mais Kajiro l'accuse d'être un menteur, incapable de déclarer fièrement son rêve d'être un buisson à son entourage. En colère, Musashi part, déterminé à prouver que Kojiro a tort. Cependant, les actions de Kojiro découlent de son désir d'épargner à Musashi une vie misérable comme la sienne. Plus tard dans la soirée, Kojiro, avec Chepe aux côtés, ramasse les ordures dans la ville tout en subissant les moqueries des villageois. Il rappelle le conseil de son père de toujours porter l'épée comme symbole de l'identité du guerrier. Bien qu'il ait été ridiculisé par ses professeurs et ses camarades de classe, le poids lourd de l'épée lui a constamment rappelé son éducation difficile alors qu'il cherchait à survivre, déterminé à épargner Musashi, qu'il considère comme son frère. D'un destin similaire, Kujiro s'oppose au désir de Musashi de devenir mineur, craignant les difficultés que cela implique. Le lendemain marque la cérémonie d'entrée des étudiants miniers qui se rassemblent devant une porte massive avec des émotions mitigées. Alors que certains s'attendent à rencontrer leurs estimés maîtres, Musashi décide d'affronter l'Oni une fois à l'intérieur. Alors que les gardiens récupèrent leurs affaires, y compris des pioches, et les font entrer à l'intérieur, les étudiants sont accueillis par un spectacle terrifiant, des Oni attaquant et dévorant les gens, dissipant toute notion de paradis. Sans se laisser décourager, Musashi s'avance pour faire face à l'Oni pour se rendre compte qu'il n'a pas sa pioche. Enragé par son défi, l'Oni se transforme en une entité monstrueuse. Repérant une pioche à proximité, Musashi tente de frapper, mais est rejeté en arrière et grièvement blessé. Malgré les appels des camarades étudiants à se soumettre, Musashi reste ferme, affirmant que vaincre les Oni, le devoir d'un Bushi, et se prépare à les affronter une fois de plus. Un étudiant proteste, rappelant à Musashi qu'ils sont mineurs. Musashi hésite, se demandant pourquoi il a dénaturé son véritable rêve. Ce moment de doute permet à l'Oni de le frapper. Pourtant, Musashi persiste dans ses efforts de représailles. Au milieu de sa lutte, il se rend compte qu'il s'est trompé pour éviter le rejet sociétal. Perdant de vue ses véritables aspirations, l'Oni le saisit et un fonctionnaire proclame que Musashi réalise son rêve de mineur. Mais Musashi déclare avec véhémence son rêve de devenir Bushi. Cela suscite la colère du fonctionnaire, qui ordonne la disparition de Musashi. Juste au moment où l'Oni est sur le point de frapper, Kojiro arrive sur une moto spéciale connue sous le nom de monture Kitsu, frappant l'Oni et sauvant Musashi, étourdissant toutes les personnes présentes. Il tend à Musashi sa pioche et une note. Après avoir réalisé que Musashi n'avait pas menti sur la formation de son escrime alors qu'il travaillait comme mineur, le fonctionnaire crie que posséder la monture Kitsu est une infraction capitale et ordonne leur exécution. L'Oni qui a été frappé se relève. Kojiro est finalement d'accord avec son père sur le fait que les Oni sont effectivement des monstres. Comme approche plus honnête pour exécuter la commande, Musashi y voit une opportunité de faire ses preuves auprès de Kojiro. Il enfonce sa hache dans le sol derrière lui, l'utilisant comme fourreau, tandis que Kojiro s'inquiète de sa position, il remarque que c'est l'une des techniques de Musashi. Musashi saute en l'air, sort sa pioche et coupe le démon en deux, étourdissant tout le monde. Alors que de plus en plus d'Oni se transforment et se préparent à se battre, Musashi dit à Kajiro qu'il ne lui a pas demandé de venir parce qu'il avait peur, mais parce que gagner sans Kajiro serait solitaire. Ils commencent à combattre l'Oni ensemble, rappelant leurs entraînements ensemble. Musashi tend alors la main, demandant à Kajiro de se battre à ses côtés. Kajiro est touché et accepte d'être le partenaire de Musashi. Soudain, une lumière rouge vive descend et les fonctionnaires adorent, tandis qu'un seigneur Kishin et Oni apparaît. Musashi et Kajiro conduisent la moto vers la cuisine qui descend du ciel, tuant Oni en cours de route et sauvant les mineurs.
Musashi est ravi, ayant l'impression qu'ils réalisent enfin leur rêve d'enfant de créer leur groupe touffu. Mais Kojiro n'est pas aussi enthousiaste. Alors qu'ils s'approchent du Kishin, ils voient un gros oiseau rouge, mais sont choqués lorsque le Kishin se transforme en un énorme monstre rouge. Musashi et Kojiro sont stupéfaits par sa taille. Le Kishin essaie de les piétiner et ils s'éloignent rapidement, mais ils ne parviennent pas à aller loin avant que Kishin ne détruise le sol, provoquant la chute de leur moto. Le Kishin se transforme en un monstre à 6 bras, révélant sa véritable forme pour la première fois en 5 ans. Blessé mais debout, Kojiro exhorte Musashi à fuir, mais Musashi reste inconscient. Surpris, Kojiro se retrouve face au Kishin imminent. Il tente de se défendre, mais le Kishin s'empare de son épée pour la manger. Musashi se réveille et voit le Kishin balancer Kojiro, tandis qu'il tient fermement l'épée. Kojiro est traîné sur le sol par le Kishin. Il se souvient de son dédain passé pour l'épée. Bien qu'il lâche momentanément prise, Kojiro récupère rapidement l'épée. Cependant, le Kishin finit par prendre l'épée et l'avale. Frustré, Kojiro se souvient des enseignements de son père sur l'importance de l'épée pour la fierté d'Obushi, estimant qu'il n'a pas réussi à la protéger. À la surprise de Kojiro, Musashi court vers le Kishin pour récupérer l'épée, sautant dessus et grimpant sur son ventre car il ne peut pas laisser le Kishin l'avoir. Il balance sa pioche et attaque le ventre, faisant hurler de douleur le Kishin. Il continue d'attaquer, essayant de lui briser le ventre. Le Kishin essaie de l'écraser, mais Musashi esquive les attaques, le Kishin aidant sans le savoir à se briser le ventre. Avec un dernier coup, Musashi brise l'estomac, faisant tomber le Kishin au sol et Musashi tombant dans le liquide gastrique. Kojiro se précipite vers le Kishin, pensant que Musashi est parti, mais il est surpris quand Musashi sort indemne de l'estomac avec l'épée. Musashi le rend et Kojiro le remercie, presque en larmes. Soudain, les responsables signalent qu'une forteresse d'interdiction touffue approche, alors Musashi et Kojiro grimpent sur une tour pour mieux voir. Ils voient une forteresse massive se diriger vers la carrière, mais elle est bloquée par une barrière. De la forteresse, de nombreuses motos touffues s'envolent, franchissant la barrière et se dirigeant vers la cuisine, prête à en finir. Cette bande touffue est le clan Takeba. Musashi et Kojiro sont étonnés à la vue de la bande touffue, regardant les guerriers voler avec leurs épées vers la cuisine. Le chef de cette bande touffue, le capitaine Naotora, s'approche d'eux et leur dit que les enfants ne devraient pas être à proximité et qu'ils devraient nettoyer la zone. Musashi défend qu'ils ne sont pas des enfants, mais des buissons, et se vante d'avoir ouvert le ventre du Kishin. Cependant, Naotora rit, disant que couper le ventre ne suffit pas pour vaincre le Kishin, soulignant sa régénération rapide. Musashi est choqué par cette révélation. Naotora dit à Musashi qu'ils s'occuperont du reste et ordonne l'évacuation des mineurs alors qu'ils se préparent à éliminer le seigneur démon. Le Kishin commence à tirer et Kajiro est choqué, suggérant qu'il se retire comme ordonné. Mais Musashi refuse, estimant que c'est leur première réussite. Il devient furieux et se prépare à combattre les Kishin. Malgré les avertissements de Kojiro sur le danger, Musashi insiste pour réaliser leur rêve d'enfant, même si cela signifie risquer sa sécurité. Musashi charge le Kishin tandis que Kojiro évalue ses options, possibilités. Il décide de suivre l'exemple de Musashi et se précipite. Musashi saute et attaque l'estomac du Kishin, le brisant, mais est choqué quand il se régénère immédiatement. Musashi se retrouve soudainement enveloppé dans un lasso lumineux, éloigné du Kishin vers le camp Take-Two Clan. Il plaide pour qu'on le laisse partir, disant à tout le monde que le Kishin est son premier prix. Naotora lui demande pourquoi il est si désireux de vaincre les Kishin. Et Musashi répond que c'est son rêve et qu'il est prêt à risquer sa vie pour cela. Naotora lui dit qu'il est encore trop inexpérimenté et ne comprend pas à quel point il est dangereux de combattre un Kishin. Il lui montre combien il faut tout le groupe
pour maintenir une seule des jambes du Kishin. Mais Musashi pense qu'il le regrettera pour toujours s'il n'essaye pas. Il se libère du lasso et charge vers la cuisine. Cette fois, Naotora ne l'arrête pas. Il le traite de véritable buissonneux parce qu'il est prêt à risquer sa vie pour prouver son point de vue. Musashi se prépare à attaquer et Kojiro décide de le rejoindre, cherchant le meilleur moyen de vaincre la cuisine. Musashi lève sa pioche et commence à démolir le sol, le faisant se briser. Puis il saute vers le Kishin, se souvenant des paroles de Naotora, selon lesquelles il ne peut pas le vaincre seul, mais sentant qu'il doit essayer. Kujiro lui crie que le point faible du Kishin est sa corne sur le nombril. Musashi le remercie et essaie de frapper le corps, mais sa pioche se brise. Kojiro l'avertit d'une boule de feu sortant de la bouche du Kishin, mais Naotora intervient, reconnaissant la force et la détermination de Musashi à ne pas abandonner. Il dit qu'il va finir les choses et coupe la corne du Kishin d'un seul coup. Musashi est frustré de ne pas avoir pu gagner, mais Naotora dit que c'est pour le mieux, car ils se battent tous pour leurs rêves. Ils sautent tous les deux alors qu'ils explosent. Le clan Taekta commence à absorber le pouvoir de Kishin, ce qui étourdit Musashi. Naotora annonce alors leur victoire et ils célèbrent ensemble. Musashi et Kojiro ressentent un mélange d'émotions en regardant les guerriers célébrer leur victoire. Kojiro remarque quelque chose de familier dans la scène, et Musashi se souvient d'un dessin dans l'un des rouleaux touffus que le père de Kojiro leur a montré un jour. Alors que les mineurs expriment leur gratitude au clan Taekta pour les avoir libérés, Kojiro verse des larmes, réalisant que son père avait raison et que ce sont les vrais héros. Ils se dirigent tous vers l'extérieur, où le capitaine Naotora prononce un discours sur la réalisation d'un monde sans oppresseur. Il déclare que son clan rendra ce rêve possible et demande le soutien du peuple, qu'il apporte volontiers. Musashi est toujours frustré d'avoir perdu son premier grand exploit. Il essaie de garder ses sentiments sous contrôle, mais finit par exprimer sa frustration. À sa grande surprise, Naotora le félicite d'avoir exprimé ce qu'il pense, lui donnant même une gemme violette comme prix de consolation dont ils plaisantent tous. Plus tard dans la nuit, Musashi examine la pierre précieuse et remarque une marque indiquant qu'elle appartenait à un responsable acquis. Il envisage de le jeter, mais se rend compte qu'il ressemble à un kaléidoscope. Il en déduit que la gemme leur permet de voir Oni. Il décide de lire le parchemin touffu pour en savoir plus sur leur histoire. En lisant, il découvre le devoir du bouge de vaincre tous les Kishin, de restituer les trésors au pays et d'unir le pays en un seul, le conquérant devenant le roi de tout le pays. Musashi se rend compte que c'est le rêve de Naotora et décide de le confronter à ce sujet. Musashi rencontre Naotora et révèle qu'il a compris l'objectif de Naotora d'unir le monde en battant les Kishin. Naotora l'applaudit d'avoir compris et exprime sa détermination à y parvenir. Cependant, Musashi affirme qu'il s'agit d'un exploit impossible puisque personne ne l'a accompli au cours des 150 dernières années. Quoi qu'il en soit, il jure de ne pas laisser Naotora y parvenir. Musashi déclare qu'il formera son propre groupe et vaincra tous les Kishin. Naotora sourit et l'encourage à essayer. Musashi et Kojiro quittent ensuite leur ville pour explorer le reste du pays et poursuivre leurs rêves. Musashi et Kojiro concluent un pacte pour ne pas se disputer au cours de leur aventure, mais lorsque leur nourriture vient à manquer, ils commencent à se disputer. Kojiro se vante d'être meilleur pour survivre et attrape de nombreux poissons pour le prouver. Musashi essaie de faire la même chose de l'autre côté de la rivière, mais se rend compte qu'il ne devrait pas se battre. Il se dépêche de revenir s'excuser auprès de Kajiro, mais il le trouve blessé au sol. Musashi s'approche de Kajiro, qui tente de lui expliquer qu'une fille l'a attaqué. Avant que Musashi ne puisse réagir, la fille lui saute dessus, le coinçant. Son nom est Tsugumi, et elle les capture tous les deux et les emmène dans la forteresse de son clan où ils sont enfermés. Plus tard, le chef du clan, Lord Hideo,
reproche à Tsugumi de ne pas avoir fait son travail consistant à attraper des buissons talentueux et à les persuader de rejoindre leur équipe. Il l'avertit que lors de la prochaine attaque Oni, tout le monde, même les enfants et les personnes âgées, sera appelé à se battre. Tsugumi soutient qu'il est injuste d'envoyer les plus faibles au combat. Mais Lord Hideo s'en fiche. Les yeux de Tsugumi se remplissent de larmes alors qu'elle essaie de lui tenir tête, mais elle a peur de lui. Tsugumi va interroger Musashi et Kojiro à propos de leur moto, mais il remarque qu'elle pleure. Il lui demande ce qui ne va pas et elle leur dit qu'un troupeau de Kodoma arrive dans leur château. Et elle a peur que quelque chose de grave arrive aux gens. Musashi voit à quel point elle est bouleversée et l'encourage à parler de ses sentiments. Tsugumi admet qu'elle a peur de dire qu'elle ne veut pas que les habitants se battent. Même si elle sait qu'elle a raison, elle a trop peur pour tenir tête à Lord Hideo. Alors que le troupeau Kodoma Oni se rapproche, faisant des ravages en cours de route, Kojiro et Musashi parviennent à s'échapper de leurs cellules. Kojiro, utilisant ses talents de pêcheur, récupère les clés du mur. Ils localisent leur moto, mais doivent encore récupérer leurs armes. Avec la lumière du matin, ils voient clairement le troupeau Kodoma Oni se diriger vers la forteresse. Pendant ce temps, Lord Hideo rassemble tout le monde pour discuter de son plan de mobilisation de tout le clan contre la horde de démons, leur assurant ainsi la victoire. Mais les villageois, entendant qu'ils doivent aller au combat, s'y opposent immédiatement. Ils n'ont aucune expérience du combat, ayant passé leur vie à s'occuper des fermes. Malgré leurs protestations, Lord Hideo insiste sur le fait qu'ils devraient profiter de la guerre, terrifiant les gens. Lorsqu'ils tentent de fuir, les soldats leur bloquent le chemin. Soudain, une bombe fumigène est lancée, créant la confusion. Lord Hideo aperçoit Sugimi et devient furieux. Elle s'oppose à son plan, estimant que la protection du peuple doit passer en premier. Lord Hideo soupçonne qu'elle cache quelque chose et cherche une autre attaque. Tsugumi craint que sa distraction ne fonctionne pas jusqu'à ce que Musashi et Kojiro, utilisant la fumée comme couverture, éliminent les soldats. Tsugumi les remercie et décide d'affronter Lord Hideo elle-même. Elle l'attaque, résolue à protéger tout le monde, de la même manière que sa sœur l'aurait fait. Mais Lord Hideo, la connaissant bien, la domine, la qualifiant d'inutile. Alors qu'il se prépare à la battre, Tsugumi le défie en lui crachant au visage, refusant d'écouter plus ses ordres. Elle jure de se battre, ralliant les villageois à ses côtés. Tirant sa force de leur unité, elle charge Hideo, esquivant ses attaques. Elle réalise que sa peur à son égard vient de sa peur d'être seule. Mais maintenant, avec les villageois, elle se sent plus forte. Elle libère la puissance de ses armes, prête à protéger tout le monde et à garder leur nouvelle famille unie. Lord Hideo, effrayé, prévient les gens qu'il punira quiconque tentera de partir. Mais Tsugumi leur assure que ce ne sera pas la fin. Même s'ils survivent aujourd'hui, ils souffriront toujours sous son règne, ils devraient donc se défendre. Lord Hideo la traite de faible et lui tire des flèches, mais elle les bloque, déclarant que même si elle n'est pas forte, elle n'aura plus peur. Elle l'attache avec sa corde verte, puis le jette au sol. Voyant le seigneur vaincu, le peuple finit par fuir la horde de démons. Tout le monde est en sécurité sauf Fatsugami, qui reste dans la forteresse, gardant Hideo prisonnier. La horde de démons approche, et tout le monde l'appelle pour s'échapper. Mais elle reste sur place car elle n'arriverait pas à temps. Bien qu'effrayée, elle accepte son sort, trouvant la paix en sachant qu'elle a protégé tout le monde comme sa sœur l'aurait fait. Mais avant qu'elle ne soit écrasée, Musashi et Kojiro arrivent sur leur vélo, se précipitant pour lui attraper les mains, la sauvant ainsi qu'Hideo. Musashi la félicite, disant qu'elle était vraiment courageuse, ce qui lui fait sourire. Musashi invite Tsugami à rejoindre leur groupe et le trio se dirige vers l'endroit suivant. Musashi, utilisant la gemme violette, sent un Kishin bleu devant eux qu'il devrait traquer.
Dans un rêve, Musashi se souvient d'un incident d'enfance, au cours duquel il avait jeté une pierre sur le père de Kojiro. Confus au réveil, Musashi aperçoit un Oni en train de mâcher l'épée de Kojiro. Il le poursuit, utilisant son bâton de sa pioche cassée pour attaquer sa corne, mais elle se brise. Sans se laisser décourager, Musashi saute sur l'Oni et continue d'attaquer, malgré la rupture répétée du bâton. Frustré, l'Oni le repousse. Musashi voit alors un homme masqué nommé Shiro, debout dans un champ d'épée, leur marmonnant. Ressentant une sensation aiguë lorsque Shiro le regarde, Musashi accepte une épée de sa part, sentant une poussée d'énergie le parcourir, conduisant à des cristaux noirs jaillissant de son corps. Avec un nouveau contrôle sur l'aura de l'épée, Musashi coupe la corne du démon sauvant l'épée de Kajiro. Impressionné, Shiro demande si c'est la première fois que Musashi utilise une épée Kitsu, ce que Musashi confirme. Malgré le sentiment de victoire, l'épée se brise soudainement. Surpris mais indifférent, Shiro laisse entendre que Musashi est le bon, mais reste incertain. Soudain, une fille s'adresse à Shiro en tant que maître, exprimant son agacement face à son obsession pour les lames de Kitsu. Ils partent, laissant Musashi curieux. Lorsqu'ils demandent leur nom, Shiro les considère comme des chiens à louer. Alors que Musashi commence à raconter les événements à Kojiro et Sugumi, il se rend compte que le champ des épées a disparu. Ils continuent leur voyage sur la moto de Kojiro et Tsugami accuse Musashi de rêver. Mais il insiste sur le fait que ce n'était pas le cas et que la lame de Kitsu qu'il tenait était si surréaliste qu'il a hâte de l'essayer à nouveau. Curieux, Kojiro demande ce qu'est une épée Kitsu, mais Musashi ne peut pas répondre. Sugumi leur montre alors son arme, disant que c'en est une et que c'est la seule chose qui peut briser la corne d'un Oni. Kajiro commente qu'ils pourraient être rares à trouver car ils sont si uniques, mais Sugumi les surprend en disant qu'ils peuvent simplement en acheter un. Ils arrivent à un endroit avec de nombreuses forteresses de buissons qui est devenu un petit bourg temporaire. Shugumi explique que lorsqu'une cuisine est à proximité, de nombreux groupes de bushi se rassemblent. Alors certains marchands viennent là où ils se rassemblent et vendent des lames de kitsu, des provisions de nourriture et d'autres produits de première nécessité pour les buissons. Musashi qui dit que l'épée Kitesu est un must pour leur chasse à l'Oni et il est ravi d'en acheter une. Et Tsugumi l'escorte pour en chercher un, laissant Kojiro qui essaie de lui faire remarquer qu'ils n'ont pas l'argent pour en acheter un. Le groupe tombe sur une vente aux enchères de lames de Kitsu où le commissaire-priseur annonce 25 lames de maître à gagner. Musashi s'émerveille devant les épées, mais se sent dépassé par le choix. Mitsuru, le chef forgeron, lui conseille de choisir celui qui l'attire. Elle explique le lien spécial entre les buissons et leurs épées, faisant de la sélection un rite de passage important vers le capuchon touffu. Au fur et à mesure que l'événement se déroule, chacun cherche son épée parfaite. Musashi est captivé par une lame rouge ardente, tandis que Kojiro opte pour une lame négligée. Mitsuru observe leur choix avec approbation, les guidant pour saisir les poignets de l'épée. Lorsque Musashi et Kojiro tiennent les épées de leur choix, un phénomène étrange se produit. Elles commencent à briller. Mitsuru révèle qu'il s'agit du procès de l'épée, où elle sélectionne son propriétaire légitime. Kojiro, sentant son pouls s'accélérer, vit une expérience profonde alors qu'il affronte des souvenirs et des défis. Finalement, l'épée brille en bleu et des ailes de pierre éthérée émergent de son corps, signifiant l'achèvement. Shigumi le félicite et Kojiro ressent un lien fort avec sa nouvelle lame. Alors que d'autres réussissent leurs épreuves sans problème, Kojiro est curieux des couleurs éclatantes. Mitsurusu explique qu'il représente l'essence de l'âme. Mitsuru explique qu'il existe 5 couleurs et que chaque couleur a un pouvoir différent. Kojiro demande si sa couleur bleue est rare, mais elle dit que la couleur bleue est normale et que presque tout le monde l'a. Cependant, un groupe touffu devrait être composé d'utilisateurs
de jaune, rouge, vert, blanc et une couleur rouge serait idéale pour leur équipe. Ils attendent de voir la couleur de Musashi. Pendant le procès à l'épée, l'expérience de Musashi devient sombre alors qu'il revit le moment tragique de la persécution et de la mort du père de Kojiro. Confus par ce tournant inattendu, il rencontre une étrange boule noire émergeant d'un gros œil qui se transforme en femme. Malgré un sentiment de familiarité, il ne peut pas entendre ces mots, ressentant seulement la chaleur de son étreinte. Cependant, la femme se transforme en un homme énorme, écrasant les bras de Musashi et déclare qu'elle n'a pas besoin de lui. Alors que des pierres noires et brillantes émergent du corps de Musashi, Mitsuru le déclare tristement abandonné. Les pierres disparaissent et Musashi cesse de briller, laissant tomber l'épée. Se précipitant à ses côtés, Kojiro et Suzumi s'enquièrent de son bien-être, et bien qu'il insiste sur le fait qu'il va bien, il décide d'essayer une autre épée, espérant que le refus initial était une erreur. Malgré la tentative de 6 autres épées, aucune ne l'accepte. Musashi reste déterminé à continuer d'essayer. Mais Mitsuru révèle qu'il ne peut pas utiliser les lames de Kitsu parce que son âme est noire, ce qui conduit au rejet. Découragé, Musashi se demande s'il peut changer grâce à un travail acharné, mais Mitsuru révèle une vérité dévastatrice. Il ne peut pas altérer la couleur de son âme, et elle lui conseille d'abandonner son rêve de devenir Bushi. Musashi s'assoit, réalisant que son rêve de devenir Bushi ne se réalisera pas. Les souvenirs de ses camarades Bushi suggérant l'agriculture comme chemin de vie alternatif envahissent son esprit. Alors que Kojiro et Tsugimi s'approchent pour offrir du réconfort, une horde d'Oni apparaît annonçant l'arrivée d'un Kishin au sommet. Malgré son envie initiale de se battre, la peur de Musashi le parasise, alors qu'il se souvient de son incapacité à manier une lame de Kitsu. Dans un moment G, Kojiro intervient, sauvant Musashi de l'attaque d'un Oni avec son épée lumineuse. Fort de sa lame, Kojiro affronte avec audace les Oni, les vainc sans effort et sauve les villageois dans le processus. Alors que Kojiro continue de triompher de l'Oni, Musashi regarde de côté, témoin de l'admiration et de la gratitude des villageois. Bien qu'il soit heureux de voir le sourire de Kojiro, un sentiment de mélancolie l'enveloppe alors qu'il réalise son rêve s'estompant de rejoindre le groupe touffu, toujours résigné à l'écart en tant qu'observateur. Tous les buissons sont invités à se diriger vers le sommet de la montagne pour vaincre la cuisine. Puisque Musashi ne peut pas y aller, il souhaite simplement bonne chance à Kojiro et Sugumi. Kojiro ne discute pas avec lui. Musashi est laissé seul, contrarié de n'avoir été choisi par aucune sorte. Il se demande ce qu'il peut faire pour obtenir une lame de Kitsu. À ce moment-là, Shiro apparaît. Il dit à Musashi qu'il a tout vu. Musashi demande s'il est venu se moquer de lui, mais Shiro dit non, montrant qu'il a des cristaux noirs comme Musashi et lui demande de rejoindre son équipe. Musashi est choqué que Shiro lui ressemble. Il demande rapidement à Shiro comment devenir plus fort. Shiro dit que Musashi doit simplement accepter les cristaux noirs. Alors seulement il deviendra plus fort. Musashi demande quelle est sa force. Shiro montre sa puissance en coupant le sol en carré, créant ainsi un énorme trou. Il jette une lame à Musashi et dit que Musashi devrait recommencer l'épreuve de l'épée et qu'il peut devenir la lame de Kitsu ultime au lieu d'en utiliser une seule. Musashi dit qu'il veut manier une lame de Kitezu, pas être gagné, parce qu'il veut se battre aux côtés de ses amis. Shiro menace alors d'utiliser les amis de Musashi comme matériaux pour son épée et prévoit de les affronter au sommet de la montagne. Musashi essaie de l'arrêter, mais Shiro le pousse dans la fosse, il vient de le découper, puis lui lance une lame de Kitesu, en espérant que Musashi puisse bien l'utiliser. La fosse est vraiment profonde. Musashi essaie d'amortir sa chute en s'accrochant au mur avec ses doigts, mais n'y parvient pas. Il remarque la lame de Kitsu et l'attrape rapidement, puis la colle dans le mur, l'empêchant de tomber dans la lave en contrebas. Mais comme il est nouveau,
s'y accrocher fait jaillir les cristaux noirs de son corps. Il veut lâcher prise, mais n'y parvient pas. L'assistante de Shiro, Nano, observe d'en haut. Elle dit que Musashi a deux choix: lâcher prise et tomber dans la lave, ou tenir bon et se transformer en pierre noire. Quoi qu'il en soit, tout cela mène à la perte de Musashi. Le corps de Musashi commence à se sentir faible, mais il se cogne la tête contre le mur pour rester éveillé. Il pense qu'il peut utiliser les cristaux noirs comme griffes pour grimper, mais quand il essaie de le faire, il entend une voix féminine lui disant qu'elle ne peut pas le laisser et lui dit de se cacher. Son corps est immédiatement recouvert de cristaux noirs et il tombe dans le lac de lave, mais protégé par les cristaux. Dans son subconscient, la déesse Musashi, vue lors de son épreuve à l'épée, lui conseille de rester pour sa propre sécurité. Mais Musashi refuse, invoquant le besoin de son ami. La déesse, désormais colossale, lui saisit la main, l'avertissant que son retour ne ferait qu'alourdir ses amis. Elle déclenche un flashback sur le passé solitaire de Musashi, marqué par la perte de ses parents et les mauvais traitements infligés par ses proches. Se sentant invisible, Musashi a prié pour être reconnu jusqu'à ce qu'une femme le presse de jeter une pierre au père de Kojiro pour être accepté. Poussé par le désespoir, il obéit, regrettant immédiatement son acte. La déesse explique que Musashi a jeté le rocher pour échapper à la solitude, révélant ainsi son désir de devenir un guerrier né du désir de compagnie. Ainsi, elle le juge indigne de manier une lame de Kitsu. Musashi commence à se pétrifier lorsque la déesse révèle qu'elle devait déclencher ses souvenirs pour empêcher son départ, car ils sont liés corps et âme. Partir signifierait sa capture, ne laissant à Musashi d'autre choix que de rester. Pendant ce temps, le buisson arrive à la montagne, mais Shiro apparaît et prétend qu'il a tué le Kishin. Kojiro demande qui il était. Shiro saute à terre et se dirige calmement vers Kojiro, ignorant les touffus qui l'interrogent. Il est immédiatement entouré de 5 buissons qui veulent savoir ce qu'il a fait à la cuisine. Shiro dégaine son épée et tue les 5 guerriers d'un seul coup, choquant tout le monde. Il déclare qu'il est là pour leur lame de Kitsu et qu'ils doivent tous mourir pour qu'ils l'obtiennent. Il devient clair qu'il s'agit d'un chasseur d'épées qui vole des lames de Kitsu en mettant fin à leur propriétaire. Les buissons se préparent tous à le combattre, mais Shiro, utilisant son épée, frappe la terre, la coupant en morceaux, ce qui fait de nombreux blessés alors que les Bushi sont vaincus. Tsugumi demande à Kojiro ce qu'ils doivent faire. Shiro se tourne vers Kojiro. Il révèle que Musashi est déjà devenu un matériau pour forger une lame de Kitsu et Kojiro le rejoindra bientôt. Cela terrifie Kojiro, qui craint que Musashi ne soit mort. Musashi est toujours en vie, piégé sous le lac de lave, recouvert de cristal noir et ne peut plus bouger. La déesse d'âme fait tout cela pour qu'il ne meure pas et ne s'éloigne pas de la guerre d'en haut. Mais ensuite, un lasso de cristal vert descend dans la lave, s'enroule autour de lui et le tire à la surface. Usashi reprend conscience alors que tous les cristaux noirs tombent de lui. Nano révèle qu'elle a commis une erreur, avec l'intention de le re-retirer après qu'il soit complètement devenu une pierre noire pour obtenir la déesse en lui. Musashi remercie Nano pour son aide involontaire et se précipite là où se trouvent ses amis dans l'espoir de les sauver. Il commence à se souvenir des paroles de la déesse selon lesquelles être un guerrier était une excuse pour ne pas se sentir seul. Mais Musashi sait qu'elle a tort. Dans un flashback rapide, lorsque Musashi a été félicité pour avoir lancé la pierre, il regrette ses actes et souhaite disparaître. Mais plus tard dans la nuit, il se rend chez le père de Kojiro pour s'excuser, et le père de Kojiro ne le gronde pas. Il l'invite simplement à entrer. Musashi s'excuse et pleure, mais le père de Kojiro le console, comprenant pourquoi Musashi a fait cela. Musashi se sent toujours mal, mais le père de Kojiro dit à Musashi qu'il lui est reconnaissant d'être l'ami de Kojiro. Il a dit que Musashi les avait sauvés tous les deux et que Musashi
devrait continuer à vivre et ne jamais se sentir inutile. Il propose à Musashi de rejoindre leur famille et Musashi emménage avec le père de Kojiro, qui devient son père adoptif. Il enseigne à Kojiro et à Musashi les voies du Bushi, et Musashi en est toujours reconnaissant. Pendant ce temps, Shiro poursuit Kojiro, mettant fin à tout ce qui se trouve sur son chemin. Shiro attrape finalement Kojiro, le soulevant par le menton, sur le point d'en finir avec Kojiro, mais s'arrête. Kojiro se demande pourquoi et voit que Musashi est arrivé. Shiro trouve l'état de Musashi intéressant. Musashi a fusionné à mi-chemin avec la pierre noire, ce qui signifie que la déesse ne lui a pas porté de jugement, et elle portera un jugement sur Musashi s'ils en mettent fin, et il est impatient de savoir quel sera le jugement. Le trio se prépare à combattre Shiro, mais Nanao s'avance disant qu'il la combatte. Le bâton dans sa main se divise en 7 morceaux, chacun formant une lame verte, choquant le trio qu'il s'agisse de sa lame de Kitetsu. Elle lance des attaques avec les 7 lames, et elle les esquive toutes de justesse, car si elles en esquivent une autre s'envole immédiatement vers elle. Shiro recule, laissant Nano s'occuper du trio. Musashi remarque ses talents de combattante, mais il est convaincu qu'il peut vaincre Nano. Il se lance sur elle pendant qu'elle lui lance 3 lames, mais il bloque toutes les attaques. Elle lui lance une 4e lame. Pour contrer, Musashi insère sa lame de Kitsu dans un rocher, l'utilisant comme fourreau, et se lance en avant, lui permettant de survoler la 4e lame et de se rapprocher de Nano. Elle est choquée, mais elle est capable de contre-attaquer, envoyant Musashi voler en arrière. Le trio élabore un plan pour la vaincre. Nano comprend qu'ils essaient de s'en prendre à elle d'un seul coup, mais elle a confiance en son esprit d'épée. Cependant, elle est confuse alors que Tsugimi et Musashi courent dans la direction opposée, laissant Kojiro en première ligne pour attirer son attention. Nanao pense que c'est pour que les deux autres puissent s'échapper. Alors, elle ignore Kojiro et se concentre sur la capture de Musashi, lui lançant ses épées, pensant qu'elle l'a eu. Mais c'était leur plan. Musashi est capable de bloquer l'attaque car Tsugimi utilise ses fouets pour maintenir les lames, permettant à Musashi de couper une section du bâton, détruisant l'une des 7 lames. Ils deviennent convaincus qu'ils peuvent la vaincre, mais Shiro interrompt le combat, disant qu'il continuera à qualifier Nano d'alliance faible et qu'elle devrait se retirer, ce qu'elle fait. Shiro dit que la déesse ne la fait pas bouger, alors il y mettra fin rapidement. Shiro forme un grand anneau noir avec son épée qui apparaît lorsque l'utilisateur canalise tous ses pouvoirs dans la lame. Tsugumi panique, disant qu'ils ont des ennuis car Shiro n'a pas encore utilisé ce mouvement, et maintenant ils vont voir à quel point il est vraiment fort. Shiro balance son épée, créant une rafale de vent sur eux. Tsugumi est confuse car rien ne se passe, mais Musashi a l'impression que quelque chose arrive. Kojiro les avertit d'être vigilants. Soudain, la zone est recouverte par un mur de lumière violet. Tout le monde se méfie du mur, mais Shiro dit que cette technique est différente. Soudain, la partie de la montagne sur laquelle il se trouve commence à se briser puis se renverse, les faisant tomber. Musashi, ses amis et les autres buissons s'accrochent désespérément à leurs épées, mais Shiro frappe le cube, ce qui les fait tous perdre leur emprise et tomber. Alors qu'ils s'effondrent, le temps s'arrête soudainement. La déesse apparaît, révélant qu'elle est à l'origine de l'instant figé. Elle explique que Shiro est son ennemi et vise à lui voler ses pouvoirs en mettant fin à Musashi. Elle extrait son âme dans l'intention de le sauver uniquement avec son pouvoir restant. Mais Musashi refuse, insistant pour faire face à tout ce qui pourrait arriver avec ses amis à ses côtés. Il explique que leur présence lui donne de la force et un but. Impressionnée par son altruisme, la déesse reconnaît sa valeur. Elle partage son pouvoir, restant avec lui, puis prend temporairement le contrôle de son corps pour démontrer son utilisation. Le temps reprend et des cristaux noirs apparaissent. Toutes les lames commencent à briller
et l'énergie de leur épée est attirée dans le cristal noir, les tirant vers le haut. Même l'énergie de l'épée de Shiro et Nanao est tirée. Il est révélé qu'il existe un pouvoir surnaturel dans toutes les lames de Kitsu, connu sous le nom d'énergie de l'âme, et qu'il n'existe qu'une seule pierre noire qui peut faire appel au pouvoir de toutes les lames de Kitsu, possédée par une seule, la déesse obsidienne. La dame à l'intérieur de Musashi, pendant tout ce temps, est la déesse obsidienne. Elle invoque la lame de Shiro et le traite d'indigne d'une si belle épée, brisant le cercle de l'épée. Elle annule son pouvoir et restaure le morceau de montagne à son emplacement d'origine, sauvant ainsi tout le monde. Kojiro est choqué par l'apparence de Musashi, qui a changé pour refléter la déesse. Elle se tourne vers Shiro. Kojiro et Nano sont choqués que la lame de Musashi est un cercle d'épée noire. La déesse dit à Kojiro de surveiller comment fonctionne son pouvoir. Nano s'avance pour l'attaquer, mais la déesse dévie facilement l'énergie de sa lame, choquant tout le monde. Nano continue d'attaquer, mais toutes ses frappes sont déviées par la déesse obsidienne. Elle explique à Kojiro que ceux qui possèdent des cristaux noirs peuvent contrôler l'énergie de la lame, l'attirant vers eux ou la repoussant. Et ce pouvoir est quelque chose qui ne peut être facilement contrôlé par personne. C'est pourquoi ceux qui le possèdent sont appelés les réprouvés. Kajiro se rend compte que Musashi sera imparable avec de tels pouvoirs. La déesse informe Kajiro que malheureusement le pouvoir de Musashi s'estompe. Shiro rappelle son épée. Elle révèle que son existence est fragile et qu'elle se reposait à l'intérieur de Musashi. Révéler son pouvoir dans le monde physique la fait s'estomper rapidement et elle va bientôt se rendormir. Musashi perdra le pouvoir d'obsidienne, mais l'ennemi le ciblera toujours, il aura donc besoin de l'aide de son ami pour se protéger. En demandant si Kojiro l'aidera, Kojiro accepte volontiers la responsabilité de combattre aux côtés et de protéger Musashi, car il ne laissera aucun mal arriver à Musashi. La déesse remercie Kojiro, lui pique le front, puis se concentre sur Shiro. Shiro est tellement excité de voir sa vraie forme. Il l'invite à le rejoindre, lui disant qu'il peut la rendre heureuse. Elle refuse, disant qu'elle chassera Shiro avant de retourner dans son sommeil. Elle aura donc besoin des pouvoirs du buisson, utilisant le dernier de ses pouvoirs pour activer l'énergie de l'épée de tous les buissons présents. Elle dit seul un buissonnant ne peut rien faire. Mais lorsqu'ils rassemblent leurs pouvoirs, ils deviennent plus forts. L'énergie de la lame se regroupe dans l'air. Dans l'esprit de Musashi, la déesse murmure qu'elle va se rendormir en lui. Elle lui dit qu'il doit rester en vie parce qu'il est son vaisseau maintenant. Elle craint que le père de Kajiro, son ancien vaisseau, ait été retiré avant qu'ils aient fini ce qu'ils devaient faire. Musashi veut poser plus de questions, mais elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle veut qu'il voie sa dernière bataille en personne. Utilisant le reste de ses forces, elle promet d'éliminer Shiro, disant qu'il ne mettra jamais la main sur eux. Mais ensuite, Shiro tente d'attaquer, et le pouvoir de la déesse le bloque et l'envoie voler, détruisant les montagnes. Mais tout le monde va bien, et Musashi ressent toujours le pouvoir de la déesse en lui. Ses amis viennent, heureux d'avoir gagné, mais Musashi pense à ce que la déesse a dit à propos du père de Kojiro. Tsugumi pose des questions sur l'épée de Musashi, et Musashi voit qu'elle est cassée, ce qui le surprend. Mitsuru explique que cela est dû à trop de puissance. Tout le monde remercie Musashi de les avoir sauvés et propose de l'aider autant qu'ils le peuvent. Musashi demande à Tsugumi d'organiser un autre test d'épée pour lui. Elle accepte et Musashi passe le test devant une grande foule choisissant la même épée. Les gens craignent que ça ne se passe pas bien à nouveau, mais Musashi est sûr que tout ira bien cette fois. Il attrape l'épée et elle brille en rouge, montrant qu'il a réussi le test. Tout le monde se précipite pour applaudir, poussant même Kojiro de côté. Tsugumi explique que Musashi possède une énergie de lame rouge rare et puissante.
Kojiro est un peu déçu que tout le monde prête attention à Musashi, mais Musashi le prend à part pour parler de ce qui s'est passé pendant le procès. Kajiro dit que tout s'est passé trop vite pour qu'il puisse voir quoi que ce soit. Puis Musashi lâche une bombe, disant qu'il a vu leur père pendant le procès, laissant entendre que la déesse obsidienne pourrait connaître le père de Kajiro, ce qui choque totalement Kajiro. Plus tard dans la soirée, Musashi et Tsutsumi attendent Kojiro qui revient avec de la nourriture et des fournitures pour leur prochaine aventure. Il leur montre une carte avec de nouveaux endroits qu'ils n'ont jamais explorés et ils sont tous très excités de les découvrir. Alors qu'ils se lancent dans leur prochaine aventure, Musashi, Tsugumi et Kojiro se retrouvent en train de patauger dans un marais. Soudain, ils sont pris en embuscade par un féroce oni végétal. Musashi aperçoit l'Oni attraper Sugumi et Kojiro, mais il n'hésite pas, confiant dans son épée Kitsu. Balançant son épée, il vise la corne de l'Oni en utilisant l'énergie de sa lame. Boum! L'Oni explose et Musashi pite pour voir ses amis, qui, heureusement, vont bien. Puis il remarque quelqu'un d'autre attrapé par l'Oni. Avec des réflexes rapides, il déchire le cocon et trouve une fille à l'intérieur. Elle est en vie, mais lorsqu'elle souligne une coupure sur son visage, Musashi l'efface simplement, disant qu'il l'a eue en la sauvant. La fille sourit avec gratitude et Kojiro ne peut s'empêcher de commenter sa beauté. Sugumi est étonné que Musashi et Kojiro soient amoureux d'elle. Musashi est juste soulagé de trouver toujours les filles de son âge mignonne. Soudain, un vieil homme se précipite en criant princesse. Ils sont tous perplexes jusqu'à ce qu'il atteigne la fille qu'ils ont sauvée et révèle qu'elle est une princesse. Elle explique qu'elle a été attaquée par l'Oni, mais Musashi est venu à son secours. Mikiru demande leur nom, mais Tsugumi insiste pour connaître le sien d'abord. Le vieil homme la présente comme princesse Mikiru. Ils sont en route vers le port de Harama pour une bataille cruciale qui décidera du sort de leur nation. Décidant d'accompagner Mikaru dans son voyage, ils apprennent du vieil homme qu'il se dirige vers Harama pour un rassemblement convoqué par Lord Usugi. Musashi essaie de discuter avec Mikaru, mais elle reste silencieuse. Kojiro pose des questions sur l'alliance Usagi et Tsugami, explique que c'est un groupe de groupes touffus amicaux. Musashi est frustré, réprimandant ses amis pour avoir bloqué le sujet chaque fois qu'il essaie de parler à Mikeru, ce qui la surprend qu'ils se souviennent de son nom. Alors qu'ils entrent dans un sentier, la voiture heurte une bosse et Mikiru est projeté d'une falaise. Sans réfléchir, Musashi saute après elle. En tombant, il se rend compte qu'ils sont en difficulté. Mais Mikiru révèle sa lame, qui projette des cristaux bleus. En les utilisant comme parachute, ils ralentissent leur chute. Musashi admire son épée et explique que cela lui rappelle son père qui a toujours loué son savoir-faire à l'épée. Embarrassée, elle admet qu'elle est recluse et qu'elle a du mal à participer à des conversations avec des inconnus. Musashi se contente de rire, contente de ne pas être en colère et soulagée d'en savoir plus sur elle. Mikuru suggère à Musashi de se diriger vers le sud avec elle, mais il explique qu'il se dirige vers l'est avec ses amis. Elle l'avertit qu'ils n'iront pas loin et lui montre l'est où se trouve un imposant mur sombre qui semble s'étendre dans le ciel. La mâchoire de Passy Musashi tombe lorsqu'il réalise que c'est une cuisine. Plus choquant encore, il le voit bouger, écrasant les villes et les terres au fur et à mesure de son déplacement. Curieux, Musashi demande de quel genre de Kishin il s'agit. Mikiru explique que c'est le premier Kishin à apparaître à Inamoto il y a plus de 150 ans. La légende raconte que cet Oni solitaire a fait des ravages, divisant Inamoto en deux camps, ceux qui l'ont combattu et ceux qui l'ont vénéré comme des dieux. Ces derniers ont construit des zones minières pour approvisionner l'Oni en minerais, ce qui l'a amené à s'agrandir et à devenir la cuisine noire qui couvre désormais la moitié du pays. Musashi et ses amis sont stupéfaits par cette révélation.
Le chambellan ajoute que vaincre le Black Kishin est l'ambition non réalisée de tous les Bushi depuis 150 ans. Si on ne l'arrête pas, cela finira par engloutir tout Inamoto. Musashi est déterminé à le vaincre rapidement, mais Tsugami se demande comment ils peuvent vaincre quelque chose que personne n'a pu vaincre au cours des 150 dernières années. Le chambellan se vante que Lord Usugi, chef de leur alliance, est sur le point de tuer les Kishin. Il fait partie des plus forts du pays, connus sous le nom des 5 grands généraux. Il explique que vaincre les Kishin sur l'île d'Awaji sera crucial pour vaincre les Black Kishin et invite Musashi et ses amis à les rejoindre s'ils sont intéressés. Mikeru et son chambellan partent dans l'espoir de les y voir. Musashi et ses amis réfléchissent à ce qu'ils viennent d'entendre. Tsugami se demande si sa sœur était au courant pour la cuisine, tandis que Musashi demande à Kojiro si leur père en avait la moindre idée. Kojiro en doute, disant que cela n'a pas été mentionné dans le parchemin qu'il a laissé derrière lui. Pour confirmer, Kojiro vérifie le parchemin de son père. Sugumi intervient disant que tous les groupes touffus ont des parchemins similaires qui enregistrent les noms et les traits des Kishin. Cela amène Musashi à se demander pourquoi leur père l'avait. Sugumi suggère que leur père aurait pu faire partie d'un groupe, surprenant Musashi et Kujiro, qui pensaient que leur père n'avait aucun lien extérieur. Sugumi souligne le sceau du groupe Usagi sur le parchemin, faisant allusion à l'implication possible de leur père. Ils décident donc de changer leur plan et de se diriger vers Port Arima. Tsugumi mentionne qu'ils verront l'océan, mais Kojiro et Musashi ne sont pas très ravis. Musashi admet qu'il se demande à quoi ressemble vraiment l'océan, demandant à Kojiro ce qu'il en pense. Kojiro s'inquiète s'il est égoïste de changer de direction, cherchant des réponses sur le passé de leur père. Sugimi et Musashi lui assurent que tout va bien, affirmant qu'ils soutiennent pleinement l'idée. Finalement, ils atteignent l'océan et sont remplis d'excitation. Alors qu'ils admirent la vue à couper le souffle, Tsugumi aperçoit une forteresse en face avec l'emblème d'Usugi. Excité, ils décident d'y jeter un œil. Cependant, leurs espoirs sont déçus lorsqu'on leur refuse l'entrée et qu'on leur dit que le Seigneur est trop occupé à préparer la bataille pour rencontrer des gens aussi broussailleux qu'eux. En regardant autour d'eux, ils remarquèrent le grand nombre de membres de l'Alliance à proximité. Lorsqu'on lui demande à quel groupe ils appartiennent, Musashi déclare fièrement qu'il s'agit du groupe Kenmaki, tandis que Kojiro ajoute qu'ils ne font pas partie de l'Alliance Suse, Usugi. Cela leur vaut des regards hostiles de la part des autres Bushi, et Nea, le garçon en charge, décide de les appréhender pour découvrir qui ils sont. Tsugumi et Kojiro sont acculés et Musashi essaie de s'enfuir, mais est arrêté par un buisson au hasard qui le renverse d'un coup de pied, le traitant de faible. Une monture Kitesu ressemblant à un hélicoptère descend portant le blason Usugi, et tout le monde s'incline sauf Musashi et Kojiro qui n'en sont pas conscients. Naotora émerge du mont, surprenant Musashi. Naotora fait semblant de ne pas le reconnaître au début, le taquinant avant d'admettre qu'il s'en souvient. Musashi, irrité, le traite d'imbécile, ce que Naotora trouve amusant, soulignant leur relation unique. Le statut estimé de Naotora, en tant que chef du groupe Taekta, l'un des 5 grands généraux, impressionne Musashi et Kujiro, tandis que d'autres s'interrogent sur l'attitude informelle de Musashi envers Naotora. Noya ordonne que Musashi et ses amis soient enfermés, mais Neyatora sauve Musashi et ses amis, prétendant qu'ils travaillent pour lui. Il promet de gérer tous les problèmes causés par eux. L'un des hommes de Neyatora a fait taire Musashi alors qu'il voulait le nier. Naotora est escorté pour rencontrer Lord Usagi. Musashi essaye d'insister pour voir également Lord Usagi, mais Naotora refuse. 2 membres du groupe emmènent Musashi et ses amis jusqu'à leur logement. Tsugumi se demande qui ils sont et Musashi explique qu'ils ont autrefois contribué à sauver leur ville natale. Yamamoto, l'un des guides,
examinent le parchemin qu'ils ont apporté pour montrer à Uzugi. Sonata se plaint de ne pas garder Neotora et de devoir veiller sur Musashi à la place. Tsugumi s'attend à ce que Musashi riposte, mais il reste calme et remercie Sonata. Musashi chuchote à Kojiro leur stratégie pour se rapprocher de Lord Usagi grâce au groupe, ce que Kojiro apprécie. Cependant, Yamamoto explique qu'ils ne pourront pas voir Lord Usagi parce que les buissons ne font pas confiance aux étrangers, en particulier aux Usugi. Musashi veut poser des questions sur le père de Kojiro, mais Yamamoto rejette la question, affirmant que les Usugi ne font confiance qu'à leur propre famille. Tsugumi comprend, rappelant l'importance accordée par son clan à l'honneur de la famille. Kojiro se sent triste de ne pas connaître sa famille, mais Musashi lui assure qu'ils découvriront le passé de son père. Pourtant, Sonata met en garde contre toute intrusion, affirmant qu'il pourrait se retrouver impliqué dans le combat de Kishin. Musashi dit pas de souci, nous avons ça. Mais Sonata leur montre la différence entre les Kishin qu'ils ont combattus auparavant. Et puis Orashi, le Kishin de l'île d'Awaji, qui est 10 fois plus grande. Kojiro et Musashi paniquent lorsqu'ils entendent à quel point Orashi est fort, l'un des grands méchants fléaux, progéniture de la cuisine noire. Yamamoto explique qu'ils doivent éliminer Orochi pour battre la cuisine noire, car elle se nourrit de ses enfants pour devenir plus forte. C'est pourquoi ils s'en prennent à Orochi, un travail qui n'a pas été fait depuis 150 ans parce que c'est super dangereux. Elle les avertit de s'en éloigner. Malgré les avertissements de Kojiro de rester en sécurité, Musashi reste têtu, déterminé à retrouver Lord Usagi. Tsugumi, utilisant son lasso, le jette dans la forteresse d'Usagi. Étonné par sa taille, Musashi rencontre un homme assis sur le toit. Il parle du château impressionnant et touffu, l'homme révélant qu'il se souvient toujours de sa famille, qui l'attend avant la bataille. Musashi demande s'il est touffu, et l'homme répond techniquement de manière énigmatique, remettant en question l'âge de Musashi et exprimant son désir de protéger le jeune Bushi comme lui du mal, en particulier lors de la bataille à venir. Il enfile ensuite sa cape, laissant Musashi s'interroger sur sa véritable identité. Neya arrive, s'adressant à l'homme en tant que seigneur, révélant qu'il est seigneur Usugi. Musashi est sur le point de parler lorsque Neya l'interrompt, révélant Musashi comme un étranger. Musashi essaie de s'expliquer, mais le comportement de Lord Usugi change et Neya déclare que l'intrusion est un motif d'exécution. Musashi panique, mais Lord Usagi fait preuve de clémence en raison de l'association de Naotora, ordonnant que Musashi soit emmené à la caserne en guise de punition. Enrôlés, les amis de Musashi s'inquiètent de leur sort. Kojiro craint de mourir sans connaître sa famille, mais Musashi rassure, insistant sur le fait qu'ils trouveront des indices sur son père à l'intérieur du château. Tsugumi craint qu'ils ne deviennent du fourrage pour Kishin, mais Musashi promet qu'ils élaboreront un plan ensemble. Cependant, leur plan est perturbé car on leur remet des robes à porter et on les sépare. Musashi se prépare mentalement alors qu'il entre dans la chambre qui lui est assignée, déterminé à ne pas être méprisé. Il sourit, utilisant sa capacité particulière à lire la pièce et à déterminer sa hiérarchie, une compétence acquise grâce à sa dure éducation. En observant les factions de la salle et leurs interactions, il se rend compte qu'il s'agit de leur première véritable interaction et de sa chance de s'affirmer, façonnant ainsi sa future position parmi elles. Alors que les tensions s'intensifient parmi les broussailles, certains suggèrent hardiment que les plus forts d'entre eux prennent le commandement. D'autres, d'accord, recommandent le Bushi qui avait précédemment renversé Musashi. Se présentant comme Katsumi, fils du chef du groupe Hamako, le recommandé Bushi présente Inslef comme un Kihiro du groupe Shimazu. Katsumi se moque de la lignée d'un Kihiro, insinuant qu'il n'est peut-être pas le premier fils et qu'il a été envoyé au combat en raison d'une éventuelle illégitimité. Le groupe Shimazu rit et qualifie le clan Hamako de faible.
Akihiro riposte, remettant en question les intentions de Katsumi qui pourraient être de restaurer la gloire de son clan échoué par la bataille, intensifiant encore davantage la dispute. Musashi regarde jusqu'à ce que Mikiru lui tape sur l'épaule, se révélant et exprimant son inquiétude pour sa sécurité lors de la bataille à venir. C'est vite devenu une querelle pour savoir qui serait le leader, mobilisant ainsi sa confiance. Musashi décide de se joindre à la course. Ils conçoivent un jeu dans lequel les combattants utilisent le côté contondant de leurs épées pour se battre, évitant ainsi de violer un code touffu. La règle est que le dernier homme debout ou celui qui est expulsé de la ligne perd. Le duel commence. Katsumi le cible en premier, mais Musashi bloque toutes les attaques de manière impressionnante, le surprenant. Akihiro attaque alors, mais Musashi le dévie habilement, choquant Akihiro. Les deux adversaires avaient sous-estimé le talent de Musashi. Katsumi balance son épée 3 fois, mais Musashi parvient à bloquer chaque coup. Musashi ressent un élan de bonheur alors qu'il met enfin ses techniques d'épée en action. Lorsque leurs épées s'entrechoquent, Katsumi s'émerveille de la façon dont Musashi peut suivre. Musashi répond simplement qu'il ne peut tout simplement pas. Il est ravi de pouvoir enfin évaluer ses compétences au combat. Sautant en l'air, Musashi vise Katsumi, qui le bloque, attirant l'attention des spectateurs. Deux filles encouragent Musashi, tandis que le groupe Amaxo s'interroge sur lui, puisque le groupe Kanmaki est inconnu. Pendant ce temps, le groupe Shimazu est furieux, ordonnant à Akihiro d'éliminer Katsumi et Musashi. Akihiro tente de donner un coup de pied à Musashi par derrière, mais Musashi esquive et Katsumi évite de peu d'être touché. Le groupe Shimazu insiste pour qu'Akihiro dégaine sa lame cachée dans ses chaussures. En utilisant la lame dans sa chaussure, Akihiro donne un coup de pied à Musashi, l'envoyant s'écraser contre le mur. Musashi est choqué de découvrir la tactique inhabituelle d'Akihiro. Confus, Musashi regarde Akihiro tourner dans les airs, ce qui rend difficile la prévision de ses attaques. Les mouvements rapides d'Akihiro ressemblent à ceux d'une bête. Bien que Musashi parvienne à bloquer certaines frappes d'Akihiro, Akihiro finit par le submerger, le projetant au sol à plusieurs reprises. Musashi réalise l'immense force d'Akihiro alors qu'il le bat ainsi que Katsumi. Malgré le désir de Musashi de continuer à se battre, Akihiro déclare que le match est terminé, affirmant que Musashi a franchi la ligne d'arrivée. Musashi, respectant la décision d'Akihiro, lui tend la main, le reconnaissant comme leur commandant d'unité. Il aide Katsumi à se relever, les déclarant camarades et se délectant tranquillement des manières broussailleuses qu'il a apprises. Bien que trouvant Akihiro déplaisant, Musashi offre toujours sa main en signe d'amitié. Akihiro accepte la poignée de main, mais suggère cyniquement que les actions de Musashi découlent de son intérêt personnel, visant à gagner les faveurs d'une bonne position dans l'unité. Musashi nie avec véhémence cette accusation, mais les paroles d'Akihiro le laissent incrédule. De manière surprenante, Akihiro dénonce publiquement Musashi et Katsumi, les accusant d'égoïsme et d'indignité en matière de leadership. Choqués et réduits au silence, Musashi et Katsumi ne peuvent rien faire d'autre que d'écouter. Akihiro rassemble le groupe et annonce qu'il se dirige vers l'île d'Awaji le lendemain, et les chefs de l'Alliance lui ont donné le commandement total de l'escouade. Et quiconque lui désobéira sera ponçon. Musashi remarque la tension dans la pièce et lève la main, suggérant qu'il pourrait y avoir une meilleure façon de faire les choses puisque tout le monde semble avoir peur de s'exprimer. Akihiro rejette l'idée, déclarant qu'ils doivent simplement suivre les ordres. Musashi n'est pas d'accord, affirmant qu'il croit en une communication ouverte entre ses compatriotes Bushi. Akihiro est dégoûté et met fin à la réunion. Musashi essaie de lui parler, mais ses camarades le déconseillent, lui rappelant que Bushi suit les ordres sans poser de questions. Se sentant abattu, Musashi se précipite pour retrouver ses amis, pour découvrir qu'ils apprécient leur nouvelle unité.
Kojiro raconte comment il voulait initialement partir après avoir entendu parler de son père, mais pense maintenant que rester est le bon choix. Tsugumi a l'impression qu'ils oublient quelque chose ou quelqu'un, mais ils l'ignorent. Musashi, en entendant cela, a le cœur brisé que ses amis semblent l'avoir oublié. Le lendemain, alors que le navire navigue vers l'île d'Awaji, tout commence dans le calme. Cependant, dès que des anas de moindre importance émergent de l'océan, entourant leur navire, ils reçoivent l'ordre d'assumer des formations de combat. Musashi essaie d'utiliser sa tactique habituelle consistant à viser la corne. Mais à sa grande surprise, l'énergie de la lame est déviée au lieu de briser la corne. Il est choqué et confus par cette tournure inattendue des événements. Il s'avère que les cornes de ces Oni sont super résistantes par rapport aux autres. Un Oni attaque un navire, provoquant le chaos alors que les gens fuient. Musashi grimpe sur l'Oni et essaie de briser sa corne avec son épée, mais il est trop solide. Il est tellement concentré sur ça qu'il ne remarque pas un autre Oni se faufiler derrière lui. Juste au moment où il pense que c'est fini, une lumière rouge traverse la corne de l'Oni sur lequel il se trouve, puis coupe la corne de l'autre Oni. Il s'agit de Neya, l'un des 3 dragons d'Usuga, leur meilleur combattant. Lui et 2 autres absorbent les pouvoirs de l'Oni, mais les plus honnêtes continuent d'apparaître dans l'océan, faisant bouger les navires. Les gens commencent à avoir peur, mais Nope leur dit de ne pas avoir peur, promettant qu'ils vaincront bientôt tous les Oni. Mousse-Chasse essaye de les rassurer aussi, mais ils n'écoutent pas. Néa utilise l'énergie de sa lame pour enchaîner les Oni, puis brise leurs cornes une par une, tuant tous les Oni. Les Bushi gagnent en confiance, croyant qu'ils peuvent gagner avec Neha à leur tête. Musashi est stupéfait par la force de Neha, qui incite tout le monde à lever son épée ensemble. Neha leur dit que briser les cornes de l'Oni seul est difficile, mais que ceux qui veulent encore se battre devraient s'avancer. Akihiro s'avance et casse une corne. Musashi se demande comment il a fait, et un autre touffu explique qu'Akihiro utilise l'énergie du groupe, pas seulement la sienne. Musashi se souvient que la déesse faisait quelque chose de similaire, rassemblant l'énergie de chacun pour former une force puissante. Cette capacité, propre aux humains, leur permet d'unir leurs forces pour devenir plus forts et vaincre leurs ennemis. Akihiro casse un autre corps et Katsumi le rejoint, canalisant également l'énergie de son groupe. Musashi se rend compte qu'ils ne suivent pas Akihiro par peur, mais parce qu'ils travaillent ensemble pour atteindre leur objectif. Il a l'impression d'avoir fait des erreurs tout seul alors qu'ils ont réussi ensemble. Neotora et Usugi discutent avec désinvolture, se connaissant depuis l'enfance. Usigi révèle qu'ils ont trouvé la déesse obsidienne, surprenant Neotora. Il explique que s'ils exploitent sa puissance, ils peuvent changer le cours de leur bataille, mais que leurs ennemis, le sachant également, pourraient tenter de les saboter. Usugi craint que l'ennemi n'ait des espions au sein de son alliance et charge Kuroko de les trouver et de les éliminer. Neotora décide de quitter la ville pour appeler des renforts. Musashi se sent gêné alors que le groupe se moque de son manque de coordination dans le combat à l'épée Kitsu. Il se rend compte qu'il est le seul à ne pas être utile au combat et a honte de demander à le rejoindre la prochaine fois. Akihiro le qualifie de soldat inférieur et le groupe accepte de l'ignorer. Certains lui suggèrent de partir. Musashi se morfond en réalisant qu'ils ont peut-être raison. Cette nuit-là, Musashi se prépare à partir quand Katsumi le retrouve. Katsumi lui conseille de rester, notant le soutien de Musashi à leur égard. Bien qu'il se sente gêné par son manque de compétences, Musashi est motivé par les paroles de Katsumi. Il remercie Katsumi, puis demande pourquoi il veut diriger l'équipe. Katsumi partage que l'île d'Ouaji était sa ville natale jusqu'à l'invasion des Oni, l'incitant à la récupérer. Musashi s'interroge sur ses propres raisons de se battre, réalisant qu'il n'a pas été utile et se sentant boiteux. Lors de la présence matinale et du contrôle de l'unité,
L'équipe d'Akihiro manque d'une personne car Musashi est absent. Cependant, Musashi surprend tout le monde en se présentant et en se présentant au travail. Les filles et Mikeru sont heureux de le voir. Bien qu'il ne soit toujours pas sûr de la raison de son combat, si c'est pour Kojiro et Sugumi, il est prêt à endurer l'embarras et à continuer à s'entraîner, remerciant Katsumi pour ses conseils. Alors que Musashi commence à s'entraîner sur la façon de canaliser une lame de Kitesu, Katsumi devient sévère et autoritaire, lui criant dessus pour avoir mal tenu l'épée. Sashi est surpris, car ce n'est pas le doux Katsumi qu'il connaît. Pendant ce temps, Mikiru, les surveillant avec son voile, transmet secrètement des informations en tant qu'espionne. Sur l'île d'Awaji, Yatero, membre des Chiens Noirs, discute de leur projet. Orashi, le Kishin, épuisera tout le minerai de l'île en 5 jours. Avant cela, ils visent à acquérir la Death obsidienne. Ils affichent l'image de Musashi, se demandant pourquoi la Death a choisi un hôte apparemment si faible. Sa transmission est interrompue par Makeru, qui est en réalité la fille de Yataro. Il la félicite pour ses informations utiles sur l'alliance Uzugidi et lui rappelle sa véritable mission, trouver et tuer l'hôte de la déesse obsidienne. Mikiru accepte, cachant ses émotions contradictoires. Mikiru se souvient du désir de son père d'avoir une arme performante et de la façon dont il l'a nommée sa 3000e fille après qu'elle ait manifesté une épée Kitsu. Elle se sent obligée de suivre la mission de son père pour maintenir sa valeur, mais se débat avec ses sentiments grandissant pour Musashi. L'entraînement de Musashi continue et Katsumi lui suggère d'essayer de pratiquer l'énergie de l'épée sur quelqu'un d'autre. Il appelle Mikeru pour qu'elle s'entraîne avec lui, sentant qu'il peut se connecter avec elle. Elle est heureuse qu'il lui demande de l'aide. Katsumi et ses subordonnés doutent que cela fonctionne. Mais à leur grande surprise, Mikiru parvient à lancer l'énergie de son épée sur Musashi, qui l'attrape. Musashi et Mikiru sourient, mais soudain, des cristaux noirs émergent de leur corps et leurs énergies fusionnent en un seul cristal noir qui commence à voler au-dessus de la forteresse, effrayant les gens en dessous. À l'intérieur du cristal, Mikiru informe Musashi que son père est au courant de leur situation et qu'ils doivent s'échapper. Dehors, le Bushi luttait pour contenir le puissant cristal. Kuroko intervient, utilisant l'énergie de son épée pour créer une cage autour du cristal, puis la rétrécit pour minimiser les mouvements. Le Bushi prie pour son talent, la reconnaissant comme le maître de la captivité dans le groupe Usugi. Alors que la cage disparaît, Mikaru et Musashi sont révélés. Les Bushi les entourent et Lord Usugi et Kuroko s'approchent. Kuroko révèle Mikiru comme us de l'incident d'espionnage, impliquant des chiens noirs et suggère de les interroger tous les deux. Réalisant qu'il pourrait découvrir Musashi comme hôte, Mikiru doit agir rapidement. Chuchotant au seigneur Uzugi, Kuroko ordonne la détention de Mikiru, provoquant la protestation de Musashi. Cependant, Usugi ordonne l'arrestation de Musashi, l'accusant d'être l'espion. Cela terrifie Mikiru et choque Musashi. Déshabillé et attaché à une croix au centre de la zone, Musashi clame son innocence, mais ses supplications sont accueillies par le silence. Kojiro et Sugumi crient pour défendre leur ami, promettant de le libérer. Pendant ce temps, Mikiru regarde à distance, jurant de sauver Musashi bientôt en utilisant le pouvoir du cristal noir. Elle libère le cristal dans l'intention de sauver Musashi, mais tombe sans le savoir dans le piège de Kuroko. La réaction du cristal révèle l'emplacement exact de Yatero sur l'île d'Owaji. Lord Yusugi annonce leur plan pour prendre d'assaut l'île, vaincre les Kishin et s'emparer de la tête de Yatero. Alors que l'Alliance se rassemble pour l'assaut sur l'île, Lord Usugi prononce un discours décrivant leur mission pour vaincre le Black Kishin. Il explique le formidable mur de défense de Roshu et la nécessité de couper ses 8 cornes pour assurer la victoire. Celui qui réclamera une corne sera récompensé par une ville par la famille Usugi. Cependant, Néa les assigne à des tâches de veille,
jusqu'à ce que Musaï et Mikeru soient innocentés, suscitant la colère au sein du groupe. Akihiro s'éloigne, avec l'intention de résoudre le problème. Pendant ce temps, Mikeru sauve Musashi en neutralisant son garde. Musashi est soulagé de la voir, mais se méfie lorsqu'elle pointe son épée sur lui, pour ensuite l'utiliser pour le libérer. Reconnaissant pour son aide, Musashi la remercie et enfile sa robe. Curieux de l'incident du cristal noir, il commence à l'interroger. Mais leur conversation est interrompue par l'entrée d'Akihiro. Musashi accueille Akihiro avec un sourire, espérant de l'aide, mais est surpris quand Akihiro pointe son épée sur lui. Akihiro déclare son intention de faire connaître ses origines au rapport de Musashi et de prouver qu'il n'est pas affilié au clan Shimazu. Musashi remet en question la loyauté d'Akihiro envers leur cause. Akihiro affirme que Musashi n'est pas un allié mais un obstacle à leurs objectifs, révélant sa véritable ambition de gagner en autorité lorsqu'il tue Horashi. Perplexe face au changement soudain de comportement d'Akihiro, Musashi le confronte, remarquant son attitude sobre par rapport aux rencontres précédentes. Akihiro est préoccupé, réfléchissant au projet de son père de le remplacer, lui et ses frères et sœurs, par le fils d'une nouvelle concubine comme héritier. Il soupçonne que leur père veut les éliminer lors de la bataille de l'île d'Awaji, mais pense qu'ils peuvent faire leurs preuves en battant l'une des cornes d'Orochi. Alors que Musashi s'interroge sur le silence d'Akihiro, des créatures Oni attaquent de manière inattendue, s'adressant à Mikiru comme leur sœur et prétendant l'aider. Musashi est intrigué par la capacité de l'Oni à parler. Les frères et sœurs Oni révèlent l'implication de Mikiru dans une mission visant à récupérer la déesse obsidienne. Musashi essaie de comprendre, mais Mikiru reste silencieux, ce qui le pousse à l'interroger. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'Oni révèle son secret, l'accusant d'avoir l'intention de tuer Musashi pour récupérer la déesse. Musashi défend Mikiru, refusant de croire aux accusations. Mais les larmes coulant sur son visage, Mikiru admet la vérité, brisant le cœur de Musashi. Alors que Mikiru continue de pleurer, les Oni sont perplexes, suggérant qu'elle est amoureuse. Musashi reste incrédule jusqu'à ce que des cristaux noirs émergent du corps de Mikiru, révélant un hologramme de leur père, Yataro. Son père la félicite, mais elle sait que blesser Musashi, juste pour obtenir son approbation, est une erreur. Il lui dit de terminer la mission, puis disparaît, laissant ses frères et sœurs faire pression sur elle pour qu'elle obéisse, sinon elle ne sera pas autorisée à réintégrer la famille. Musashi se souvient du moment où sa propre famille lui a fait pression pour qu'il jette la pierre. L'un des frères et sœurs de Mikiru tente d'attaquer Musashi en utilisant Mikiru, mais il se défend et libère Mikiru. Il lui prend la main et court avec elle, comprenant son désir d'être valorisée par leur famille, ce qui fait comprendre à Mikiru pourquoi elle aime Musashi. Les frères et sœurs ordonnent à l'Oni d'attaquer, croyant que Mikiru les trahit. Alors qu'un Oni se précipite vers Musashi, Mikiru saute devant, utilisant ses cristaux noirs pour le protéger. L'Oni la mord violemment, lui causant de la douleur, tandis que ses frères et sœurs se joignent à eux pour l'attaquer. Musashi les supplie désespérément de s'arrêter jusqu'à ce que d'autres Bushi, dont Neya et Kuroko, arrivent pour combattre l'Oni. Neya exprime son choc que les Oni puissent parler et remarque que leur partie coupée commence à se régénérer. Kuroko et Neya sont surpris d'entendre les Oni parler de la présence de la déesse obsidienne. Musashi essaie de réveiller Mikeru, mais elle ne répond pas. Bien qu'il ait appris qu'elle est une espionne, Musashi refuse de la laisser mourir. Kuroko s'approche avec son épée. Mais au lieu d'attaquer, elle dirige l'énergie de sa lame sur Mikeru, la clouant au sol pour arrêter son saignement. Elle rassure Musashi qu'elle n'a pas tué Mikeru et que l'énergie l'aidera à récupérer. Reconnaissant, Musashi demande pourquoi elle a aidé, mais Kuroko ne finit pas de répondre et lui sourit simplement, suggérant qu'ils deviennent amis, ce que Musashi trouve troublant. Neya et les autres battent l'Oni,
ne laissant que les 3 frères et sœurs, 2 d'entre eux dévorent leur sœur aînée pour devenir plus forts. Cela choque Musashi et les Bushi. Les frères et sœurs prétendent que c'est à eux de devenir plus forts. Yatero apparaît à nouveau dans un hologramme, disant que les enfants incapables deviennent la nourriture des enfants capables, ce qui est le mode de propagation de leur famille. Musashi se demande quel genre de famille en désordre ils sont. Les 2 frères et sœurs fusionnent en un seul énorme Oni. Lorsque Néa les attaque, son attaque est déviée par un bouclier qu'ils mettent en place, ce qu'Orochi peut faire. Les Oni révèlent que leur père a rendu leur corps génial en y incorporant du sang Orochi. De plus en plus d'Oni commencent à apparaître et à voler vers la ville pour dévorer les gens. Les Bushi partent rapidement pour protéger la ville et Musashi s'inquiète pour tout le monde, y compris Kajiro et Tsugumi. Les Oni ont déjà saccagé une partie de la ville et s'en prennent aux gens. Néa demande aux hommes de le suivre pour les repousser et défendre le château. Musashi veut y aller, mais Kuroko, portant Mikuru, lui dit de rester en retrait car elle doit les protéger tous les 2. Musashi demande pourquoi et Kuroko dit que les détails peuvent attendre. Il devrait simplement observer comment le clan Usugi se bat. Le frère Oni détourne sans effort les attaques des buissons et les nargue pour leur faiblesse. Leur père réapparaît, les exhortant à conquérir la forteresse et à récupérer la déesse obsidienne. Les frères et sœurs mangent l'autre Oni, qui devient encore plus gros. Le père ordonne également l'élimination de Mikiru, la qualifiant de traître et de défectueuse. Musashi est irrité par cela, réfléchissant au désir de Mikiru d'obtenir son approbation. Lorsque le père justifie ses actes par la sélection naturelle, Musashi le condamne comme un monstre. Le père soutient que le cannibalisme est un moyen naturel de garantir que seuls les plus forts survivent, ce qui suggère que Musashi peut s'identifier à la lutte pour l'acceptation. Il compare ensuite cela au Bushi, affirmant qu'il concentre le pouvoir chez un individu au détriment des autres, monopolisant la force. Musashi conteste cela, mais Kuroko insiste sur le fait que c'est vrai, citant la capacité du seigneur Usugi à collecter toute l'énergie de sa lame, mais la partage également entre ses camarades. Usugi le démontre en renforçant les traits physiques de ses alliés en utilisant les propriétés uniques de sa lame Kitsu jaune. Alors que Usugi partage son pouvoir, Musashi est aux prises avec la confusion jusqu'à ce que Kuroko explique comment les utilisateurs de la lame jaune Kitesu peuvent manipuler les propriétés énergétiques à d'autres personnes. Usugi dit à Yataro que contrairement à lui, lorsqu'il accumule le pouvoir, il le partage avec ses camarades, soulignant la valeur de l'unité et du soutien. Kuroko explique que les pouvoirs de Lord Usuga favorisent l'encouragement, le partage et le soutien entre ses camarades. Encouragés par les paroles d'Usuga, les hommes puissants affrontent sans crainte l'ennemi, attaquant le frère Oni avec une rapidité et une coordination remarquables. Néa réprimande les frères et sœurs pour leurs plaintes, et lorsque le frère essaie de le mordre, Néa se défend. La sœur décide de cibler Usugi, mais elle est rapidement retenue par un lasso jaune. Musashi s'émerveille de l'amélioration physique du groupe Usugi, mais Kuroko précise qu'il ne s'agit pas seulement de l'amélioration, mais aussi de leur capacité à relier l'énergie de la lame. Elle explique que cela nécessite confiance et coordination, les Usugi formant des chaînes plus longues en raison de leurs liens familiaux forts et du leadership du seigneur Usugi. Les hommes forment un dragon avec leur énergie liée et dirigée par Néa réussissent à vaincre le frère Oni. Cependant, Kuroko et Lord Usugi sont perplexes quant à la façon dont l'ennemi a franchi leur barrière de protection. Shiro apparaît, admettant qu'il les a laissés entrer et qu'il a l'intention de prendre l'épée d'Usuga. Dans sa tentative de fuite, Kuroko et les Bushi immobilisent Shiro en utilisant leur circuit énergétique. Néa est sur le point d'attaquer Shiro, mais leur connexion commence à s'affaiblir. L'apparition soudaine de Seroku
un utilisateur d'énergie jaune et camarade de Shiro signale un problème. Ce Roku s'annonce son intention d'éradiquer le groupe Usagi, rompant leurs liens et les laissant vulnérables. Néa se rend compte de la gravité de la situation alors que leur tentative de reconnexion échoue grâce au pouvoir annulant de Seroku, les laissant sans défense contre leur redoutable ennemi. Seroku déclare qu'ils sont maintenant piégés et ne peuvent pas sur leur force de se regrouper. Il demande à Shiro de les terminer, mais Shiro refuse, exprimant à la place son enthousiasme à l'idée de revoir Musashi et de remarquer Mikeru, qui selon lui ressemble également à la déesse obsidienne. Il leur dit qu'ils discuteront plus tard et se concentre sur les buissons environnants. Musashi s'inquiète des pouvoirs de Shiro et craint pour ses amis et camarades. Cependant, au lieu d'attaquer, Shiro crée un carré sous Musashi et Mikiru, les téléportant. À leur grande horreur, ils se retrouvent échangés avec une partie de l'île d'Ouaji, la tête d'Orochi émergeant d'un autre carré dans le ciel. Dans cet espace étrange, Musashi rencontre Yataro, qui révèle qu'il se trouve dans une partie profonde de l'île d'Awaji. Reconnaissant la voix du père de Mikiru, Musashi refuse de la livrer. Yataro tire son épée, avec l'intention de mettre fin à Musashi et de récupérer la déesse obsidienne. Yataro mentionne que le dernier navire n'a jamais informé Musashi de quoi que ce soit. Musashi demande s'il connaît le père de Kajiro, mais Black ne connaît pas le père de Kajiro. Alors que Yataro se prépare à frapper, Mikiru se réveille et s'accroche à Musashi. Yataro lui ordonne de le tenir immobile. Mais Mikiru plaide pour la vie de Musashi, admettant ses sentiments contradictoires. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas se résoudre à faire du mal à Musashi, car l'idée de le perdre est insupportable. Malgré le manque de souvenirs heureux avec lui, Mikiru veut toujours aider Musashi et le rendre heureux sans recourir à la violence. Musashi se rend compte que Yatero, bien qu'il soit mauvais, est toujours important pour Mikiru en tant que père. Yatero rengaine son épée, surprenant Mikeru et lui pose des questions sur son plan. Elle exprime sa détermination à extraire la déesse obsidienne sans nuire à Musashi, méritant les éloges de Yatero pour sa passion pour la recherche. Ils s'embrassent, mais Musashi trouve l'expression de Yatero suspecte. En effet, Yatero tente de nuire à Mikiru, mais Musashi intervient juste à temps, repoussant Yatero. Yatero fait ses adieux à Mikiru et elle se transforme immédiatement en pierre et tombe au sol. Pendant ce temps, Orashi continue de faire des ravages sur la forteresse d'Uziji. Nea ordonne l'évacuation des gens et tente de retenir Seroku, qui utilise ses pouvoirs pour nuire à Nea et lui retirer son titre de Dragon Fighter. Shiro s'impatiente, déclarant que la réparation de la déesse obsidienne aurait déjà dû être terminée. Musashi confronte Yataro, exigeant de savoir ce qu'il a fait à Mikiru. Yataro explique qu'il l'a presque fait taire et que la forme de pierre est sa vraie nature. Il révèle que celui de Mikiru est un Oni créé avec une partie d'Orochi. Elle était censée être créée comme une progéniture supérieure, mais elle a été considérée comme un échec en raison de son manque de pouvoir exceptionnel. Musashi, se souvenant de ses propres expériences d'avoir été traité de cellule Yu par sa famille, défend Mikiru en disant qu'elle est gentille, travailleuse et supplie Yatero de ne pas l'abandonner. Yatero admet que Mikiru est spéciale et la ramène à la vie. Mikiru est restaurée, mais avec ses souvenirs effacés, elle demande qui est Musashi et qui elle est elle-même. Yatero explique qu'elle est Mikaru. Musashi est inquiet et demande ce que Yatero a fait. Yatero admet avoir effacé ses souvenirs, affirmant que les émotions et les sentiments étaient des obstacles à sa loyauté. Mikiru court aux côtés de Yatero, se blottissant contre lui, heureuse d'être avec son père. Musashi, consumé par la colère, affronte les épées avec Yatero, mais Yatero prend le dessus, envoyant Musashi voler. Musashi se rend compte qu'il ne peut pas utiliser l'énergie de l'épée à moins que ce ne soit sa propre épée. Yatero crée un anneau de lame et dirige l'énergie vers Musashi,
tandis que Mikeru continue d'encourager son père. Cela exaspère Musashi, qui refuse de l'accepter et tente à nouveau d'attaquer Yatero, mais il est facilement repoussé. Musashi s'affaiblit et Yatero est sur le point de le poignarder lorsque Mikeru le transperce par derrière avec ses cristaux. Elle se souvient brièvement du nom de Musashi avant de l'oublier à nouveau. Yatero la frappe, la mettant en garde contre la désobéissance et menaçant d'effacer à nouveau ses émotions, ce à quoi elle accepte en larmes. Alors que Musashi est téléporté parce que la technique de Shiro commence à manquer de temps, il appelle Mikeru, qui est en larmes, mais Taektaban franchit la barrière de la forteresse pour sauver les gens. Neha conduit Musashi et ses amis dans un sous-sol sous le château d'Uzugi. Neha révèle qu'ils ont besoin du pouvoir de la déesse obsidienne au sein de Musashi pour vaincre la cuisine. Kojiro suggère de faire demi-tour, ne voulant pas risquer leur vie, mais Neha leur assure qu'ils ne sont pas obligés de se battre. Il reconnaît que l'objet emballé que Tsugumi portait est la lame de Musashi et le lui donne. Musashi apprend qu'ils envisagent de l'utiliser pour le sauver de l'exécution et s'échapper ensemble. Neha reconnaît les grands amis de Musashi, mais souligne la nécessité de sauver ses propres amis, ce qui nécessite d'affronter Orochi et l'ennemi Bushi. Musashi est d'accord, assurant à Kojiro que ce n'est plus seulement pour lui. Avec tout le monde à bord, ils continuent et atteignent une porte qui s'ouvre sur le mausolée de la bande d'Usugi, où réside le secret de la déesse obsidienne. Musashi et Kojiro sont enfin sur le point de découvrir tous les secrets cachés. Selon d'anciens manuscrits, à une époque où l'humanité luttait contre Oni, une femme mystérieuse a accordé la première lame Kaitesu au monde. Elle possédait la maîtrise de toute l'énergie des lames canalisées par les épées, ce qui lui a valu le titre déesse obsidienne. Même après son décès, son âme habitait les individus, avec son pouvoir dormant en eux. Neha explique que Musashi pourrait potentiellement exploiter ce pouvoir pour unir tous les Bushi d'Inamoto. Cependant, Musashi rappelle que la déesse avait indiqué qu'il ne serait pas capable d'exercer son pouvoir. Sans se laisser décourager, Neha présente une boîte contenant un trésor censé libérer le pouvoir de la déesse. Kojuro remet en question la volonté de Neha de donner gratuitement un trésor d'une telle valeur. Neha affirme qu'ils doivent l'utiliser pour vaincre Orashi et sauver leur seigneur capturé. Incapables de relier l'énergie de leur épée en raison du pouvoir de Seroku, ils doivent prendre des mesures proactives. Bien qu'elle ait honte de demander un tel pouvoir pour des raisons personnelles, Neha souligne l'importance de sauver ses amis et son seigneur. Kojiro et Sugumi expriment leur compréhension, rassurant Neha sur le fait qu'il n'y a aucune honte à protéger leur famille. Musashi demande s'il peut vraiment vaincre l'ennemi avec le trésor. Neha révèle que les personnages énigmatiques, qu'ils appellent chiens noirs, sont également connus sous le nom d'Obsidian's 8. Ces guerriers manient des lames de Kitsu et servent les Oni, terrorisant la Terre pendant des siècles en tuant d'autres buissons. Musashi décide d'affronter et de vaincre les chiens noirs, acceptant le trésor. Neha lui présente un gobelet rempli du sang de la déesse, expliquant que le consommer transformera le corps de Musashi. Musashi hésite, trouvant l'idée répugnante, mais Neha insiste, le faisant boire de force. Musashi commence à avoir des convulsions, mais s'arrête brusquement, prétendant se sentir bien. Déçus par l'absence de résultats, ils s'en vont, Neha s'excusant d'avoir suscité leurs espoirs. Cependant, Musashi sent quelque chose bouger juste avant leur départ. Alors qu'ils affrontent enfin l'ennemi sur l'île d'Awaji, ils battent Orashi, laissant derrière eux une épée. En dévalant la montagne, Musashi espère trouver Mikeru. Cependant, ils sont choqués de découvrir tout l'intérieur d'une montagne creusée. En descendant plus loin, ils voient une épée noire flotter au milieu, et une entité émerge à côté d'elle, saisissant l'épée. La tête du père de Mikiru apparaît dans le ciel, se présentant comme étant Yataro. Il déclare qu'il a fusionné avec Orashi, contenant son pouvoir en lui.
L'entité à côté de l'épée noire se révèle être le nouveau corps de Yataro, l'épée étant Mikeru elle-même. Yataro explique qu'il a utilisé un art interdit pour transformer Mikeru en une épée Kitsu, créant ainsi l'épée large de la Death obsidienne. L'épée brille avec un œil qui apparaît dessus, et Yatero rit sinistrement. Bien qu'ils hésitent à le croire, Mushi sent que l'épée est bien Mikeru. Lorsqu'un des buissons s'approche de Yatero avec arrogance, Yatero riposte en pointant son énergie d'épée sur lui, le tuant presque sans le bouclier créé par un autre buisson. Yataro les avertit de ne pas le sous-estimer, incitant Lord Yuzugi à ordonner au buisson d'attaquer avec toute sa puissance. Cependant, Yataro élimine rapidement tous les buissons, sur le point de l'attaquer avec seulement 2 coups, dont la force coupe la montagne environnante. Il se vante de sa nouvelle force, affirmant qu'il a toujours envié Bushi pour sa supériorité, mais qu'il les surpasse désormais. Alors que Musashi l'attaque, Yataro bloque le coup, affirmant que Mikiru est sa création parfaite. Mikiru crie, exprimant son désaccord avec les actions de Yatero. Cependant, Musashi sent son pouvoir diminuer à mesure qu'il est absorbé par Mikiru. Yatero révèle que Mikiru possède le même pouvoir que la déesse obsidienne, lui permettant également d'absorber l'énergie de la lame. Il lève son épée, tirant toute l'énergie de l'épée du buisson et formant une constellation dans le ciel, reflétant les actions de la déesse obsidienne. Yatero libère alors le pouvoir de Mikiru, provoquant des ravages qui atteignent la forteresse d'Usugi, détruisant les montagnes dans son sillage. Musashi est déterminé à tendre la main à Mikiru malgré son état actuel. Cependant, Yataro rejette ses tentatives, affirmant que Mikiru a été renouvelé comme l'épée parfaite et est désormais son outil. Musashi se rend compte que ce n'est pas le Mikiru qu'il connaît et aime. Alors que l'esprit de Mikiru commence à entrer en conflit avec lui-même, elle exprime sa confusion et ses regrets, déchirée entre être l'outil parfait de son père et sa propre personne. Yataro insiste sur le fait que Mikeru doit rester impassible en tant qu'épée parfaite, mais Musashi n'est pas d'accord, affirmant que l'ancienne Mikeru existe toujours en elle. Yataro lève son épée pour frapper Musashi, mais Naotora intervient, donnant à Musashi et à ses amis une chance de se regrouper. Usugi, armé d'une épée, donne du pouvoir à Naotora Nadnea, qui charge Yataro à grande vitesse, mais il les assomme. Usugi annonce qu'il affrontera Yataro seul pour gagner du temps, pour que les autres s'échappent. Cependant, Yatero attaque sans relâche, blessant chaque buisson. Alors que Yatero se prépare à frapper Musashi et ses amis, Kujiro bloque l'attaque et soudain, le temps se fige. Musashi voit une jeune Mikairu dans une ouverture dans les airs et l'appelle. Il entre dans le moment figé et se transforme en son jeune moi. Rampant vers Makeru, il lui demande pourquoi elle refuse de se souvenir de lui. Makeru révèle ses souvenirs douloureux. En lui montrant ses souvenirs, il voit la douleur qu'elle a endurée lorsque son père l'a rejetée comme un échec. Son cri, lorsqu'elle supplie son père de revenir et promet de tout faire pour qu'il reste. Alors que Mikeru et Musashi partagent leur conversation sincère, ils trouvent du réconfort en compagnie l'un de l'autre, réalisant qu'ils ont tous deux un vide en eux. Mikeru avoue qu'elle s'est toujours souvenue de Musashi et admet ses sentiments pour lui, lui apportant un sourire radieux. Elle se souvient de leur rencontre passée et de la chaleur qu'elle a trouvée en sa présence. Musashi adresse une invitation à Mikiru, lui suggérant de se lancer dans un voyage ensemble à la découverte de trésors. Il reconnaît que leurs vides ne sont peut-être pas complètement comblés, mais ils peuvent trouver du réconfort et de la joie dans les trésors qu'ils partagent en chemin. Mikiru accepte son offre et Musashi la sort de la boule noire. Au fur et à mesure qu'ils émergent, ils se retrouvent transformés en adultes, portant la même tenue vestimentaire que lors de leur première rencontre. Mikiru partage avec Musashi qu'elle se souvient désormais clairement de lui. Alors que les environs commencent à s'effondrer, Mikiru explique
que le temps recommence à s'écouler et qu'elle doit affronter son père pour se libérer de son contrôle. Elle révèle que Musashi peut l'aider en détruisant la pierre noire en possession de son père, la pierre qu'il a utilisée pour la transformer en épée Kaitesu. Musashi accepte et Mikiru lui assure que ses pouvoirs se sont réveillés, lui accordant la capacité d'exercer les pouvoirs de la déesse obsidienne. Makeru montre à Musashi 5 portes colorées représentant les facettes du pouvoir de la déesse obsidienne, indiquant avec le sang qu'il a consommé, il possède désormais ses pouvoirs. Musashi sent son corps gonfler d'énergie alors que la déesse apparaît devant lui, lui demandant s'il est prêt à se battre avec son pouvoir. Musashi accepte. Alors que le temps reprend son cours, toute l'énergie de l'épée des buissons, y compris les pouvoirs de Yatero, commence à être attirée vers Musashi, créant une constellation dans le ciel. Au départ, Kajiro croit que la déesse est revenue pour les sauver, mais ils se rendent vite compte que c'est Musashi qui parle, pas la déesse. Musashi a maintenant le contrôle total, ses cheveux attachés au lieu d'être noirs comme les déesses, et Gyataro commence également à attirer l'énergie de l'épée de tout le monde, déclarant que Musashi est incomplet s'il ne peut pas contrôler toute l'énergie de l'épée. Uzugi explique que Musashi ne possède qu'un cinquième du pouvoir de la déesse puisqu'il n'a bu qu'un cinquième de son sang. Ils affrontent tous les deux des épées, et dans l'affrontement qui s'ensuit entre Musashi et Yataro, ce dernier prend le dessus et coupe la main gauche de Musashi, se préparant pour une frappe finale. Cependant, Musashi le surprend en bloquant sa lame du bout de son doigt, révélant que toute l'énergie de la lame était canalisée dans son corps. Il concentre toute la puissance dans sa main droite et envoie Yatero voler. Il délivre ensuite un puissant barrage de coups de poing, assommant Yatero. La pierre noire émerge du corps de Yatero et Musashi se prépare à la détruire. Mais le temps se fige une fois de plus et Mikiru demande d'abord à parler à son père. Malgré son hésitation, Musashi encourage Mikiru à exprimer ses pensées. Yataro parle le premier, remettant en question la détermination de Mikiru à le trahir et lui rappelant leur rêve commun de devenir des êtres puissants. Mikiru, cependant, exprime son désir d'avoir l'affection de son père, mais Yataro insiste sur le fait qu'ils sont semblables dans leurs aspirations. Mikiru abandonne finalement, réalisant que Yatero ne peut pas la comprendre et exhorte Musashi à détruire la pierre. Musashi est d'accord, mais Mikiru révèle que son corps disparaîtra si la pierre est détruite. Musashi a du mal à accepter cela, mais Mikaru insiste sur le fait que c'est le meilleur résultat pour tout le monde. Nut Yatero dit qu'elle ne disparaîtra pas avec lui, mais il est trop tard pour lui car il disparaîtra à cause de l'art interdit qu'il a utilisé. Yatero voit à quel point Mikaru est triste de le perdre et commence enfin à comprendre les sentiments de Mikeru, réalisant que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était que quelqu'un soit avec lui, en raison de sa solitude dans sa jeunesse. Alors que Mikeru exprime malgré tout sa tristesse pour lui, Yatero comprend qu'ils ne sont pas pareils et que Mikiru mérite d'être libéré de ses chaînes. Dans un moment poignant, Yatero regarde Mikiru en les yeux pour la première fois et Mikiru lui fait ses adieux avec un sourire alors que la pierre est détruite et Yatero est vaincu. Mikiru exprime sa gratitude à Musashi pour lui avoir donné le courage d'être elle-même. Après le combat pour récupérer l'île d'Awaji, il surveille toujours Mikiru de très près. Elle n'est pas dans une cellule de prison, mais enfermée dans une pièce. Tout cela parce que Musashi n'était pas contre la mettre en cellule. Kojiro et Sugumi parlent avec Lord Usugi, qui leur parle du sceau sur le parchemin du père de Kojiro. Le sceau appartient à son défunt père, mais il s'avère que le père de Kojiro ne faisait pas partie du groupe Usugi, car son nom ne figure pas dans les registres familiaux. Peut-être qu'il a juste passé du temps avec eux pendant un petit moment, mais Kojiro ne semble pas contrarié de ne pas savoir grand-chose sur son père. Usugi remarque les 2 épées de Kojiro
et Kojiro lui dit que l'une d'elles était un cadeau de son père, lui rappelant les enseignements de son père. Usagi dit qu'il demanderait aux autres grands généraux d'en savoir plus sur le père de Kojiro, car il pourrait être quelqu'un d'important. Usagi révèle qu'il a accepté de faire tout cela parce que Musashi l'a demandé, car il avait une réunion avec Musashi pour lui demander son aide pour vaincre les méchants. Il dit que Kajiro devra boire le sang de la déesse qui est avec les autres grands généraux. Kuroko prévient que cela pourrait être dangereux. Mais Usagi dit qu'il est important de gagner contre les ennemis. Musashi est d'accord, même s'il n'y est pas obligé. Usagi demande pourquoi, et Musashi dit simplement qu'il a ses raisons. Il a également deux choses qu'il veut: aider à retrouver le père de Kajiro et laisser Mikuru avoir une journée de liberté. Alors Musashi rencontre Mikuru et lui dit qu'elle peut s'amuser puisqu'il a demandé la permission de la laisser être libérée. Neha se demande pourquoi Usugi a accepté, et il dit que c'est parce que Mikuru n'a plus beaucoup de temps. Musashi raconte à Mikuru comment Usugi et Naotora voulaient qu'il rejoigne leur groupe, mais il a refusé, disant qu'il avait en fait son propre groupe appelé Kanmaki Band. Il leur présente Tsugumi et Kojiro comme ses camarades. Les deux généraux reconnaissent leur groupe et tout le monde aussi. Kojiro se demande si tout cela n'est qu'un rêve, mais Musashi lui assure que c'est réel et que leur rêve commence à se réaliser. Ils continuent leur rendez-vous, Musashi donnant un coup de fil à Mikiru et se promenant ensemble. Mikiru souhaite que cela dure éternellement, se sentant disparaître, même si Musashi ne réalise pas à quel point c'est grave. À la fin de la journée, Musashi donne à Mikiru sa lame de Kitsu, sachant à quel point elle est importante pour elle et à quel point elle symbolise la reconnaissance de son père. Mikiru sourit, reconnaissant de s'en souvenir. Elle le remercie de l'avoir encouragée à être elle-même. Alors qu'elle commence à s'effacer et à craquer, elle l'exhorte à ne pas renoncer à trouver le trésor qui comblera le vide de son cœur pour elle. Il promet et il se serre la main. Mais alors qu'il se rend compte qu'elle disparaît, il essaie de la serrer dans ses bras, mais elle disparaît, absorbée par son épée à laquelle Musashi s'accroche. Se sentant confus et triste, Musashi demande pourquoi Mikiru a été créé en premier lieu, pour mourir. Il se souvient que la déesse lui avait dit qu'il devait venir s'il voulait connaître les réponses. Il décide d'atteindre cet endroit et de trouver toutes les réponses qu'il cherchait. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.